Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a des soucis parce que là j'ai du mal à voir si ma tête est centrée sur la caméra, mais c'est pas très grave. Je me présente, je m'appelle Thomas Dumière, je suis cardiologue à l'hôpital Henri Mondor. Et je vais vous présenter ce soir les grands contours de la réforme qui, a priori, vous concerne si vous êtes là ce soir, qui est la réforme du deuxième cycle. Certains d'entre vous se sont peut-être déjà intéressés au problème. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements qui sont encore à venir et dont les contours ne sont pas forcément très clairs. Donc, soyez, entre guillemets, indulgents avec ce que je vais vous dire. C'est que je n'ai pas toutes les réponses. Il y a parfois même des sources et des textes qui sont un peu discordants. Il y a pas mal de facultés qui, pour l'instant, n'ont pas forcément exactement les mêmes façons de faire. C'est quelque chose qui se met en place progressivement. Je regarde juste le chat qui se lance en même temps, c'est bon. C'est quelque chose qui se met en place progressivement et on en apprend un peu tous les jours sur la mise en place exacte dans les différentes facultés de cette réforme. Donc moi, je vais vous dire un petit peu là où j'en suis dans ma compréhension de tout ça. Et en tout cas, ce qui est sûr à ce jour. Après, il y a des choses qui sont peut-être amenées à changer. Petit rappel sur le côté qui nous sommes, parce que là, je représente Cartesia, qui est une conférence Cartesia, qui est une conférence de préparation à l'internat, donc avant les IECN, pour plus tard les EDN et les ECOS, enfin toute cette nouvelle réforme. On a monté cette préparation il y a quelques années avec un vrai souci, avec un de mes collègues qui s'appelle Damien Farr, de remettre un peu la compréhension au cœur de l'approche médicale. Arrêter de bourriner des listes et des PMZ et oui, je connais les 4 signes 2, je ne me planterai pas dans le QCM, mais plus de je comprends ce que je fais, j'ai une architecture de la connaissance qui est plutôt bien organisée et donc je vais retenir longtemps. Et ensuite, quand on commence à devoir vraiment bûcher quelques mois avant le concours, on a un esprit assez clair et on a une connaissance qui perdure dans le temps. Et quelques années plus tard, quand on est jeune interne, on se souvient de certaines choses qui ne sont pas de notre spécialité parce qu'on l'a appris de façon structurée. Donc c'était vraiment un pari de fusionner la sémiologie, la physiologie et le côté très clinique qu'on apprend en 3, 4, 5e année, évidemment. C'est une année particulière, vous êtes probablement au courant, parce qu'il y a un peu 2 promotions qui vont se succéder avec des programmes pas tout à fait les mêmes, parce que ceux qui passent le CNI en 2023 vont avoir un peu un mode ancien format, c'est-à-dire un concours un jour J, mais avec quand même la nouveauté docimologique dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sera pas exactement pareil que cette année, enfin que l'année précédente. Ça va être une année de transition pour que l'année d'après, on soit vraiment dans la R2C. Donc il y a une petite année de transition, ça concerne probablement certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on propose 2 préparations différentes cette année, qui est l'année particulière. Une préparation pour ceux qui vont préparer le CNI 2023 et une préparation pour ceux qui vont préparer la future R2C avec les échos et compagnie. Donc globalement, comment ça se passe? C'est donc une préparation sur un an, on fait toutes les spécialités. Tout est traité avec cette fusion un peu physiopathologique et clinique, comme je vous l'ai expliqué. La principale, enfin les conférences les plus importantes, les items les plus importants de chaque spécialité sont traités en live lors de conférences dédiées. Par exemple, en cardiologie, nous, on fait bien sûr la cardiopathie ischémique, la fibrillation atriale, l'insuffisance cardiaque, mais il y a plein de petits sujets connexes, je sais pas, complications des anticoagulants, ce que vous voulez, qui sont plus difficiles à faire sur des conférences live dédiées. Donc on fait plein de vidéos focus qui sont accessibles en permanence pour vous. Et tout ça, ça fait finalement une sorte de portfolio d'une centaine de conférences qui sont accessibles partout, tout le temps. Bien sûr, on prépare à la LCA. Et pour ceux qui passeront le CNI 2023, on a déjà tout mis à jour. On a fait tout ce travail de mise à jour des rangs A, des rangs B, de la nouvelle docimologie dont on va parler tout à l'heure. Bon, et pour ceux, je pense que c'est la majorité d'entre vous qui font partie de cette R2C, eh ben, on introduit en plus quelque chose de fondamental, parce que ça comptera pour 30% de la note et on va en parler, qui est une préparation qui est en train d'être extrêmement réfléchie et développée sur la préparation aux ECOS, qui va être un enjeu majeur pour vous. Comment bien préparer aux ECOS en live, comment bien débriefer des ECOS en live. Il y aura une préparation aux ECOS, il y aura des débriefings d'ECOS, et il y aura énormément d'énergie mis là-dessus pour
faire le format le plus intégratif possible sur cette discipline qui n'est pas évidente, mais qui est complètement faisable en live, hein, parce qu'on l'a fait dans nos facultés respectives. Pendant le Covid, on a fait des écos en live. Donc c'est tout à fait possible. Pour ceux qui veulent s'inscrire rapidement, il y a des réductions jusqu'au 31 mars. Et ceux qui font partie, qui sont boursiers, vous savez peut-être qu'il y a un programme d'égalité des chances chez Cartesia, donc je vous invite à aller sur le site. Vous pouvez directement appeler le contact Cartesia pour savoir un petit peu la filière pour bénéficier d'une aide à l'inscription. Voilà, pour le côté Cartesia, j'en ai terminé et on va rentrer dans le vif du sujet. Je regarde juste s'il n'y a pas des questions en même temps, hein, mais c'est pas facile de gérer les deux. On va rentrer dans le vif du sujet. La R2C. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein, ça vous le savez, je vous apprends rien. On a 3 années d'apprentissage, on balaye toutes les spécialités, DFASM 1, 2, 3, et bam, la sanction tombe, c'est le CNI, 18 DP, 120 QI, 2 LCA, 10 000 points, avec cette idée grandiose initiale qu'en 10 000 points, on allait vachement stratifier les étudiants. Vous verrez que c'est un peu un fiasco et c'est pour ça que ça change, parce qu'en fait, on n'est pas très sélectif, on sélectionne les excellents et on sélectionne les très mauvais, et au milieu, comme d'habitude, eh ben, c'est un peu de la chance. Donc, c'est vraiment un concours de quantité, c'est-à-dire beaucoup d'informations, pas forcément bien mobilisées. C'est le principe du QCM, hein, c'est vraiment le niveau le plus basique de la connaissance. Donc c'est la quantité au détriment de la qualité, il n'y a aucune individualisation du parcours et il n'y a aucune prise en compte de ce que la personne veut faire. Est-ce qu'elle veut être dermato, médecin généraliste, chirurgien viscéral, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est pas plus intelligent de quand même un peu pondérer nos résultats en fonction de ce qui nous intéresse le plus? En tout cas, c'est dans cette direction que va cette nouvelle réforme. Je vois une question sur la préparation anticipée, c'est juste que si vous vous inscrivez plus tôt, donc dès maintenant, déjà il y a une réduction et ensuite vous avez déjà accès à du contenu. Pas les lives qui n'ont pas encore débuté, mais déjà des vidéos de contenu pédagogique dans les différentes spécialités. Donc quels sont les objectifs de cette nouvelle R2C? 1, vous l'avez compris, se détacher du côté purement connaissance théorique, qui est utile bien évidemment, mais plus s'orienter vers de la mobilisation active et utile de ces connaissances, et donc le raisonnement clinique, et donc au-delà des connaissances, les compétences. Ça va être toute la réflexion autour des écos dont on va parler tout à l'heure et autour de cette nouvelle docimologie qui apporte beaucoup plus de relief à l'évaluation des connaissances. Ensuite, ouvrir aux différents modes d'exercice. Vous le savez, aujourd'hui les stages, c'est quand même très CHU. Les facs proposent de plus en plus de l'exercice en ville chez des médecins en médecine générale de ville par exemple, mais c'est encore pas du tout dans toutes les facs, c'est assez contraignant parce qu'il y a peu de gens qui font partie du réseau, il faut aller souvent très loin. Donc ça fait vraiment partie de cette réforme d'ouvrir ce côté ville-hôpital et de montrer aux jeunes les différents modes d'exercice. On n'est pas obligé de faire de la médecine dans un CHU, au contraire, on peut faire plein de choses. Donc l'idée c'est un peu de revaloriser les différents terrains de stage qui ont été un peu délaissés. Valoriser le parcours de chacun, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait un Master 2, est-ce que j'ai fait un Master 1, est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai fait un Erasmus, est-ce que j'ai travaillé au McDo, j'en sais rien, mais toute expérience, vous verrez, sera bonne à prendre pour avoir des points. Et bien sûr, supprimer le côté ECNI, donc qui n'est pas très discriminante en réalité, pour la fameuse procédure de matching dont on parlera, parce que c'est une procédure qui, je vous rassure, pour moi aussi est assez obscure, mais en tout cas, on a déjà quelques informations et quelques détails, et on peut à peu près modéliser ce à quoi ça va ressembler. Alors, attendez, je bouge mon médaillon. Donc, ce qui nous intéresse sur cette slide, c'est ce qu'il y a là, c'est-à-dire le deuxième cycle, la R2C, parce que vous avez vu, il y a aussi la R1C, la R3C, en gros, tout est en train de changer partout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est-à-dire 3, 4, 5e année principalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évaluation des connaissances, donc comme le CN que vous passiez avant, mais qui s'appelle maintenant l'EDN, qui se fait donc en fin de DFASM2, et qui va permettre de passer en fait en DFASM3 si on a la note requise. C'est la fameuse évaluation des connaissances. Donc c'est comme le CNI aujourd'hui, sauf qu'au lieu d'avoir que des QCM et finalement un peu que des QCM ou des QCU, vous aurez un enrichissement docimologique dont on va parler avec les Key Feature programmes, les tests en concordance de script, les QRM, les QRU et pas mal d'autres choses dont on va parler juste après. Une fois qu'on accède à cette 5e année DFASM 3,
Là, on arrive au niveau de l'évaluation des compétences. Donc ça y est, on a validé nos connaissances, le côté très théorique, et maintenant, ça va être vraiment les années stage et écosse qui comptera pour 30% de la note, et dont l'évaluation aura lieu un peu plus tard cette année-là. Et ensuite, avec tout ça, avec ces EDN, ces écosses, notre parcours en toile de fond que vous voyez là au milieu, parcours professionnel, master, thèse, ce que vous voulez, à la fin, on met tout ça dans une grande boîte en fonction de ce qu'on veut faire, et on a le fameux matching dont on va un peu parler. Je vais reparler de la hiérarchisation des connaissances juste derrière. Donc, un planning prévisionnel, si vous voulez, là, pour ceux qui seront concernés par la R2C, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas passer les ECNI 2023, et ben, ils auront les EDN, donc l'évaluation des connaissances en octobre 2023. S'ils ont la note requise, ils passent dans l'année d'après. Et ils pourront passer l'évaluation des compétences, donc les écosses, en fin mai, début juin, je ne sais pas, 2024, pour débuter la phase socle, après le matching, en novembre, au 1er novembre, comme tous les internes qui commencent. Alors, je regarde en parallèle un petit peu les questions qui glissent. Hein. Hop, ah bah je vois qu'il y a des réponses, c'est très bien. Excellent. Donc, les modalités d'évaluation, vous l'avez compris, les EDN, c'est très important, ça représente la majorité de la note. Ça va représenter, on en reparlera derrière, 60% de votre note globale. Mais donc, c'est beaucoup en deçà de ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 100% de votre note sur les ECNI, c'est-à-dire sur l'évaluation des connaissances. Et bien, demain, avec la R2C, ce sera 60% qui est uniquement centré sur vos connaissances théoriques, qui se passe donc en tout début de DFASM 3, et il faut une note minimale de 70% de réponses justes aux questions de rang A. Qu'est-ce que c'est les questions de rang A? Ce sont les questions qui touchent à des domaines que tout médecin doit savoir. Donc il y a un listing de rang par item. Par exemple en cardiologie, faire le diagnostic à l'électrocardiogramme d'un infarctus du myocarde, c'est du rang A. On ne peut pas dire dans la vie « Ah ben non, moi je ne l'ai pas vu parce que je suis dermato, donc ça ne me concerne pas ». Non, il y a un enjeu vital et un enjeu d'urgence majeur. C'est de la médecine générale que tout médecin doit connaître, c'est du rang A. Donc bien sûr, on veut que tous les futurs étudiants, tous les futurs médecins aient une base un peu large de connaissances qui couvre donc 70% des questions du rang A. Derrière, il y a, on va en reparler un peu derrière, il y a les questions de rang B qui sont plus attraits à la spécialité et on va en reparler. Les écos, donc je l'ai dit, qui évaluent les compétences en fin de DFASM 3 et à la fin, comment sont répartis ces différents, comment sont répartis les points en fonction de ce qu'on évalue. Donc 60% pour les connaissances théoriques, les EDN, 30% pour les écos et 10% pour le parcours. On va rentrer un tout petit peu dans le détail de chaque point, bien évidemment. Donc les EDN, on va creuser les EDN. Vous avez compris que la structure des items a changé. Ceux qui ont passé les ECN avant cette période, même moi à mon époque, c'était rang A, rang B, rang C, tout était ensemble. D'ailleurs, on était tombé à l'internat, je me souviens très bien, on avait une amylose et un hémangioblastome du cervelet, ce qui est pas super smart quand on y pense pour sélectionner une population qui sera majoritairement des médecins un peu touche-à-tout, pas forcément des super spécialisés. Donc, c'était pas hyper intelligent de sélectionner des gens sur de la super spécialisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu une remise à niveau de tout ça en disant « Attendez, il faut qu'on reste quand même assez cohérent. Ce sont des jeunes et on veut que ce soit des bons médecins généraux avant toute chose. Donc, il faut déjà qu'on recentre les compétences. On veut qu'ils soient à l'aise avec le rang A, mais aussi avec le rang B. C'est-à-dire, rang A, ce que tout médecin doit savoir. Rang B, ce que tout médecin de DES doit savoir à son premier jour d'internat. Donc, vous comprenez bien qu'en fonction de ce qu'on veut faire dans la vie, je veux être dermatologue, ou je veux être médecin généraliste, ou je veux être cardiologue, et ben en fonction de nos bonnes réponses aux questions de rang B, et ben derrière, on va être plus ou moins bien classé dans ces différents DES. Si on a répondu bien à toutes les questions de cardiologie de rang B, on sera probablement très bien classé dans le classement de cardiologie. À l'inverse, si on a une très bonne note,
Mais à note équivalente, quelqu'un a eu tout bon en dermato et pas nous, et ben il sera mieux classé en dermato, alors que notre note globale, c'est la même. Ça, je vais y revenir un petit peu. Donc, il y a vraiment ce côté rang A pour tout le monde, rang B pour un peu la spécialité qu'on a en tête. Mais attention de ne pas faire d'impasse, et c'est un peu le piège de cette réforme. Il ne faut surtout pas vous mettre en tête, je veux faire de la dermato, donc je vais faire l'impasse sur le rang B de la cardio, je vais faire l'impasse sur le rang B de la neuro, parce que ça compte quand même dans la note globale. Et donc, à la fin, si vous avez tout raté dans les autres matières, votre note globale, elle ne sera pas bonne. Donc, forcément, votre choix de spécialité, il en sera affecté. Donc, l'idée, c'est quand même encore de ne pas faire d'impasse. Après, on peut avoir des affinités, on peut être meilleur dans un domaine qu'un autre, et ça va être valorisé. Ensuite, bien sûr, l'enrichissement docimologique, dont on va parler juste là. Ça va permettre non plus de recracher bêtement ou de cocher des cases un peu parfois au hasard parce qu'on ne sait pas trop et parfois on a de la chance, tant mieux, mais plus une vraie mobilisation active des connaissances, c'est-à-dire comment j'utilise ce que j'ai appris au service donc du patient. Alors, avançons. Donc ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Vous voyez, avant les référentiels jusque-là, c'était rang A, rang B, rang C tout ensemble, pas vraiment de hiérarchisation, il faut que tout le monde sache tout, ce qui est un peu rude. Et maintenant, on a vraiment cette transition, vous voyez, le rang A, vraiment indispensable pour tout médecin, le rang B, ce que l'interne de la spécialité doit savoir au premier jour de son internat, et le rang C, qui est maintenant plus du tout à votre programme, pour la préparation de l'EDN, hein, j'entends, qui est vraiment maintenant de la connaissance qui devrait être apprise plus en stage d'internat. C'est vraiment de la connaissance de spécialisation. Et vous avez vu, si certains s'y sont intéressés, vous avez vu des items qui sont complètement sortis du programme, comme par exemple l'amylose, comme par exemple l'hypertension pulmonaire. Ça, on estime que c'est des items qui sont réservés maintenant à des gens qui sont déjà bien embarqués dans une thématique, et ça devient de la spécialisation pure et dure. Donc, en réalité, le rang A et le rang B sont indispensables pour vous parce que certes, il faut 70% de rang A pour prétendre passer les écos. Donc, c'est comme un partiel. Si vous n'avez pas ces 70%, vous pouvez redoubler. Il y aura une session de rattrapage, je ne sais pas quand. Ils n'ont pas été clairs sur le timing, mais il y aura une possibilité de session de rattrapage. C'est important de le savoir. Ce n'est pas parce que vous avez raté une fois que votre année est foutue et que vous allez redoubler. Vous pouvez encore aller passer les écos. Donc, 70% de rang A pour passer à l'étape d'après. Et ensuite, le rang B, ça va aussi bien évidemment participer à la note. Donc votre but à vous, c'est d'avoir un maximum de points au rang A et au rang B. Et si vous êtes meilleur dans un domaine que dans les autres, et que c'est ce que vous voulez faire, ça tombera bien parce que vous serez un peu valorisé, parce que vous aurez probablement mieux réussi que votre voisin, ces questions-là. Donc le rang B sera fondamental, vous l'avez compris, pour le matching. C'est ce qui permettra un peu de discriminer deux étudiants qui ont la même note, mais qui veulent faire la même spé. Si dedans, ils n'ont pas eu les mêmes réponses au rang B et qu'il y en a un qui a mieux répondu que l'autre à cette spécialité-là en question, il sera favorisé par rapport à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre et j'y reviendrai rapidement à la fin quand je parlerai du matching. Les EDN, je vous l'ai dit, c'est 60% de la note globale. Donc voilà, il vous faut 14 sur 20 sur le rang A et au global, votre note à l'EDN, c'est 60% de toute votre note. Donc c'est quand même beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Les modalités docimologiques, donc je vous l'ai expliqué, en plus de faire des EDN, des échos, tout ça, au sein même de l'évaluation théorique, il y a beaucoup plus de richesse de docimologie, c'est-à-dire de façon de poser les questions. Les QCM, c'est nul, ça mobilise mal les connaissances. C'est souvent se rappeler, c'est-à-dire « Ah oui, je me souviens que là, il faut mettre ça, donc je vais cocher ça, ou alors je vais tenter sur un coup de chance, ça passe. » Alors qu'il y a des façons beaucoup plus intelligentes d'interroger des étudiants. Souvent, en pédagogie, on se réfère à une taxonomie qui s'appelle la taxonomie de Bloom. Le stade 1, c'est se rappeler, c'est j'ai appris que la rate était dans le ventre, donc on me demande où est la rate, je dis dans le ventre. Et ensuite, plus tard dans la connaissance, il y a savoir appliquer, savoir analyser, savoir évaluer, et le must, c'est savoir modéliser, savoir créer. Quand vous savez créer quelque chose à partir de la connaissance que vous avez appris et le restituer derrière, quand vous savez enseigner par exemple, c'est que vous maîtrisez la connaissance et que vous avez atteint le plus haut stade de votre discipline. Mais il faut bien sûr commencer par la base qui est apprendre, se rappeler, puis essayer maintenant de comprendre pour appliquer.
Donc l'idée, c'est plus de passer des taxonomies 1 et 2 qui sont actuellement utilisées pour les ECNI vers plutôt du 3 et 4, c'est-à-dire appliquer, analyser. Pour ça, beaucoup de modalités de questions possibles. Je vais en parler de quelques-unes. Les QRU, bon, bah c'est simple, hein, c'est la meilleure réponse. C'est une question à réponse unique où toutes les réponses ne sont pas bêtes. Elles sont même pas fausses, mais il y en a une qui est mieux que les autres dans le contexte dans lequel on vous la pose. Donc c'est intéressant, ça mobilise bien les connaissances. Les QRP, je vais en parler. Il va rester bien sûr des QCM, ça ne disparaît pas complètement. Et pour les autres choses un petit peu particulières, j'en parle derrière. Par exemple, le test en concordance de script, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui apporte un concept, le concept de l'incertitude en médecine. Donc c'est malin. Pourquoi? Parce que vous le remarquerez dans vos stages, entre la théorie, ce qu'on apprend dans les livres, c'est-à-dire, oui, s'il fait un infarctus, il faut l'envoyer en salle de coronarographie dans les 120 minutes, c'est ce que dit la loi, c'est ce que dit tout le monde, ok, très bien. Mais après, dans les faits, les patients sont souvent à la frontière des indications, les situations sont souvent pas si simples. Donc si on pose la question à 10 grands spécialistes pour une situation clinique donnée qui n'est pas facile, on peut avoir 4 ou 5 prises en charge différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est complètement nul, c'est qu'on peut avoir différents moyens d'arriver à une prise en charge efficace. Donc pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude en médecine, il y a des situations frontières, et bien sûr il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de différent de son voisin qu'on est forcément dans le faux. Et c'est ça qu'introduit les tests en concordance de script, c'est qu'on fait passer à un panel d'experts des situations cliniques un peu foireuses, il ne faut pas que ce soit un truc ultra carré, parce que si c'est vraiment trop carré, tout le monde va dire la même chose. Il faut que ce soit un truc un peu tricky. Donc on va avoir des réponses différentes, et ensuite on regarde, en fonction de tous les experts ce qu'ils ont répondu, et ben on peut pondérer. Et ensuite on va parsemer de questions nulles, enfin de réponses fausses, et on regarde ce que les étudiants répondent. Et donc ça va permettre de pouvoir avoir des points, même quand on ne donne pas la bonne réponse. On va pouvoir avoir des points en donnant une réponse alternative qui n'est pas bête, qui a été aussi proposée par certains experts. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne ici, c'est absolument pas représentatif de ce que vous aurez forcément vous, c'est juste j'ai repris un sujet de test en concordance de script qui avait été utilisé dans une faculté pour évaluer c'était pour un sujet de pédiatrie. C'est tout, c'était vraiment, vous voyez, il donne une situation et il propose des choses qui sont pas bêtes, et ensuite il rajoute une donnée en plus. Oui, mais en fait il a vomi. Ah zut, ce que j'ai dit avant, est-ce que résultat maintenant ça s'applique toujours? Non, maintenant je veux qu'il aille aux urgences. Vous voyez, c'est du cheminement clinique de pensée qui est vachement bien, parce que c'est la vraie vie ça pour le coup. Et donc l'idée c'est de pondérer en disant c'est très pertinent, beaucoup d'experts ont répondu ça, c'est pertinent, quelques experts ont répondu ça, c'est pas pertinent, enfin c'est un peu neutre, ou alors c'est vraiment limite dangereux, et là vous perdez des points. Ah, Julie, c'est une bonne question. Je regarde la question de Julie. Quelle que soit la note obtenue au rattrapage, c'est notre première note d'octobre qui compte pour le classement des EDN. Si on redouble, c'est à nouveau cette première note qui compte pour le classement. Ce qui est sûr, c'est que si vous passez les rattrapages et que vous les avez, c'est votre première note qui va compter. Donc ça, c'est important à savoir. Parce qu'effectivement, sinon, ça forcerait les gens à se donner un peu plus de temps pour avoir une meilleure note que les autres. Donc effectivement, et en cas de redoublement, pour le coup, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas. Je sais juste en cas juste de rattrapage. Mais j'ai pas faut que je regarde. C'est une très bonne question. Si on redouble, je ne sais pas. Alors, quelques exemples de QCM un peu naze et de QCM un peu plus élaborés. Vous voyez, quand je vous parlais de la taxonomie de Bloom, taxonomie de Bloom 1-2, quels examens peuvent être utiles dans une suspicion d'embolie pulmonaire? On ne vous donne aucun contexte. Donc là, c'est vous prenez votre collège, vous regardez les examens dans l'embolie pulmonaire. Ah, les dédimères, ça peut être intéressant. Ah, l'échographie, ça peut être intéressant. Ah, l'angioscanner, ça peut être intéressant. Et bêtement, vous cochez. Maintenant, un peu plus smart, on donne un contexte riche et on demande de prendre position. C'est un homme, il a 54 ans, il est en choc. Il est en état de choc sur une embolie pulmonaire. Dans ce cas-là, quel est l'examen le plus pertinent? Faire un angioscanner pulmonaire, c'est pas faux, c'est pas une horreur. Vous aurez la réponse. Mais vous mobilisez vos connaissances en disant non, le malade n'est pas transportable. Je sais que dans ce cas-là, l'échographie peut suffire. Donc je coche ça. Et donc vous voyez, c'est pas du tout la même approche que la question 1. Entre ça et ça,
il y a vraiment une mobilisation un peu plus active et un peu plus riche des connaissances. Les QRP, moi j'aime bien, je trouve que c'est intelligent. On demande 2 ou 3 réponses correctes et c'est précisé dans l'énoncé. Par exemple, parmi les éléments du bilan biologique suivant, quels sont les 2 résultats en faveur d'une infection bactérienne? Je dis ça, je dis n'importe quoi. Si vous répondez les 2 bonnes, vous avez tous les points. Si vous n'en répondez qu'une de bonne, vous avez des points, pas tous les points. Et si vous en mettez 2, mais une vraie et une fausse, bah vous perdez un point. Ça sous-entend que ça souligne votre certitude cette fois-ci. Je prends position parce que je connais la réponse. Mais si vous n'êtes pas sûr de la deuxième proposition, mieux vaut n'en mettre qu'une et sécuriser ces points. Parce que si vous tentez au pif, bah vous avez une chance sur 3, si on vous en demande 2, de faire une erreur et donc de perdre des points. Ça évite de cocher bêtement et finalement d'avoir de la chance. Alors pour les étudiants de l'Union européenne, très honnêtement, je n'ai pas du tout, déjà j'ai du mal à comprendre comment ça va se passer exactement en pratique pour les étudiants inscrits dans les facultés françaises. Pour les étudiants de l'Union européenne, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas ces détails-là. Encore un autre exemple de modalité d'évaluation qui va vous être proposé dans l'EDN, les fameux Key Features. Donc ça c'est intéressant aussi, on vous donne une liste en général longue comme le bras de propositions. Et souvent on vous donne un nombre limité de possibilités. Par exemple, hormis l'échographie, quels sont les 4 examens complémentaires à prescrire chez ce jeune homme chez qui on suspecte un cancer du testicule? Et bien là, vous avez une volée de possibilités. Spermoculture, échographie rénale, scanner abdominopelvien, vous êtes paumé. Et là aussi, il faut prendre position en disant, attends, parmi ces 20 choix, si je devais en choisir 4, et bien là, à mon sens, avec cet énoncé, je choisirais ces 4-là. Et ça, c'est vachement intelligent comme type de question, parce que c'est beaucoup plus actif que du QCM simple. Et ça, il n'y a pas de limite de questions, hein. Là, je vous en ai mis, là, encore une fois, j'ai pris un exemple qui est tombé dans une des facs sur les entraînements. Il peut y en avoir 30, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 15, il n'y a pas de limite, ce n'est pas écrit dans la loi. Les zones cliquables, donc ça va remettre un petit peu l'anatomie et l'iconographie au premier plan. C'est les fameuses, vous aurez en temps réel une iconographie, que ce soit, je sais pas, une radio de thorax, un scanner, peu importe, et on vous demandera des structures anatomiques. Et vous voyez, il y a des régions, vous voyez à droite, il y a des régions qui sont prédéfinies par ceux qui ont élaboré le sujet, qui disent, il faut qu'ils cliquent dans cette zone pour avoir les points. Où est l'artère pulmonaire gauche? Il faut qu'il clique dans tout ce qui est bleu, quelque part, pour avoir les points. S'il clique là, il a faux. C'est pas la gauche, c'est la droite. Où est la aorte ascendante, où est la aorte descendante, etc., etc. Donc vous voyez, ça va vraiment un peu remettre au goût du jour l'anatomie et l'iconographie, qui bien sûr était quand même présente, mais moins poussée que ce qu'il y aura là. Il y aura encore les questions où tout est faux. Pour l'instant, j'en ai pas vu passer. Sur les ECNI, j'ai participé récemment à la rédaction des ECNI blancs qu'il y aura cette année, nationaux, et on n'avait pas ce genre de questions à faire. Le tout faux. C'était pas dans ce qui nous était demandé. Est-ce qu'il n'y en aura pas le jour J du tout? Je sais pas. En tout cas, ils n'ont pas du tout insisté dessus dans un peu la trame qu'ils nous ont donnée pour élaborer les sujets. Alors, les échos. Donc on a parlé des EDN et de la dosymologie. Bon, je n'ai pas reparlé des QCM, ça ne change rien. Mais vous voyez qu'il y a un vrai enrichissement dosymologique qui va sélectionner de façon un peu plus intelligente les étudiants qui arriveront donc un peu mieux à mobiliser leurs connaissances. Donc, d'où l'importance d'aller en stage et de confronter ce que vous apprenez à la réalité du terrain. Ça va faire toute la différence, hein, réellement. Ensuite, les échos, donc ça va vraiment être l'évaluation des compétences, ce qu'on dit savoir-être, savoir-faire, qui seront évaluées donc l'année après les EDN. Quand vous aurez eu 70% de bonnes réponses à vos questions de rang A, vous avez donc le droit de passer les échos. Et les échos, il faut avoir plus que 10 sur 20. Il y a aussi une note minimale à avoir. Et vous serez évalué sur 10 situations différentes.
Et ça, on va en parler. Tac, 10 situations différentes. Sachant que quels sont les domaines de compétences qui peuvent être soulevés par les écos, eh ben, c'est tout cela. L'entretien interrogatoire, la synthèse d'examen paraclinique, une situation d'urgence vitale, une procédure qui est à votre programme, de l'éducation thérapeutique, examen clinique, communication entre professionnels. Vous voyez, c'est assez large et il y a aussi bien des compétences cliniques, mais aussi des compétences relationnelles et humaines, comme vous pouvez le voir. L'entretien, l'annonce, la communication entre les professionnels. Et ça va être une grande source de points à ne pas rater et une grande source d'entraînement à avoir. Hein. Vous le savez comme moi, on est très très mal formé aux entretiens en médecine, on n'en a jamais, enfin jusqu'à maintenant on n'en avait jamais. Donc on est, contrairement aux études de commerce, aux études d'ingénieur où les gens ont beaucoup des évaluations orales et de la prise de parole, là je peux vous dire que quand on a fait les écos blancs dans notre faculté, c'était un petit coup de massue pour beaucoup d'étudiants qui se retrouvaient avec une gestion du stress compliquée, devant un jury de 3 personnes, un peu désarçonnés parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter. C'est quelque chose qui s'entraîne et c'est quelque chose où il va falloir devenir pour vous bon parce que ça représentera 30% de votre note. Donc il y a vraiment un travail d'entraînement là-dessus qu'il va falloir faire et c'est très bien à mon sens parce que ça va enfin entraîner le côté relationnel, éloquence, parler à l'oral devant des gens, ce qui représente quand même, rappelons-le, 90% de notre métier. Comment ça va se passer? Souvent, dans une situation d'Écosse, donc une situation clinique, il va souvent y avoir un domaine principal, par exemple une stratégie diagnostique, et un domaine secondaire, par exemple annonce d'une mauvaise nouvelle. Et bien souvent, il va y avoir une répartition 70-30, c'est-à-dire beaucoup de points sur un thème majeur et un peu de points sur un thème mineur. Vous aurez donc 2 fois 5 ateliers pour balayer finalement en fait quasiment tout. Hein. Vous voyez, il y a 11 domaines de compétences, vous allez avoir 10 ateliers avec plusieurs compétences dans chaque atelier. L'idée, c'est que vous balayez un peu tout. Et là aussi, il y aura une pondération, donc je ne peux pas vous en dire plus là-dessus parce que je n'ai pas l'info sur le type de pondération en fonction du DES. Mais a priori, il est prévu qu'il y ait une pondération en fonction du type de question sur le DES que vous voulez choisir. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. C'est quelque chose que j'ai vu sur des documents de l'UNES, mais pas très développé. Donc je ne sais pas exactement comment ce sera fait. Il faut avoir 10 sur 20 et c'est 30% de la note globale. Comment ça se passe en pratique? Je vois une question sur les DP feront max 8 questions. Est-ce que j'ai cette info? J'ai un doute. Ouais, 3 à 8 questions, tout format possible. Donc a priori, c'est des DP assez courts de 8 questions, effectivement. Mais avec des réponses plus difficiles et plus longues qu'avant. C'est plus long de faire un TCS ou un key feature qu'un simple QCM avec 5 réponses. Donc c'est ça aussi peut-être qui justifie la réduction du nombre de possibilités. Comment ça se passe en pratique? Les causes, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être déjà eu dans votre faculté un entraînement, je ne sais pas. Ça dépend un peu des facs, ça se met en place au compte-gouttes. C'est un enfer logistique, hein, comme vous pouvez l'imaginer. L'étudiant arrive devant la salle d'examen. Il a une vignette clinique qu'il lit. Un homme de 50 ans, on va voir derrière, je vous donne un exemple. Bref, et ce qu'il doit faire. Et puis, paf, il rentre dans la salle. Là, il y a un jury, 2 à 3 membres. Pour l'instant, ça dépend des facs et du personnel disponible. Et l'étudiant est évalué en fonction de la situation sur soit son interaction avec, il peut y avoir un acteur qui est là, donc par exemple pour une discussion d'éducation thérapeutique, il peut y avoir un examen clinique sur mannequin, il peut y avoir un mannequin pour faire un électrocardiogramme, ça peut être une analyse d'électrocardiogramme, il peut y avoir plein de choses, c'est très riche. Et il y a quand même un jury qui est là en observateur extérieur avec des grilles de points et qui coche en fonction de ce qui est réalisé ou non par l'étudiant. Là, je vous mets 8 minutes au total pour lecture de consignes plus examen. Vous verrez qu'en fonction des facs, pour l'instant, parfois il y a marqué 7 minutes, parfois il y a marqué 6 minutes. Certains ne mettent pas le temps de lecture dans le temps du truc. Bref, on s'en fout, ce n'est pas la question. Vous aurez entre 6 et 8 minutes globalement pour faire votre station, ça s'appelle comme ça. Et paf, vous sortez, coup de sifflet, vous passez à la station d'après. Et ça enchaîne. Et les étudiants ne se croisent pas, bien sûr, pour ne pas se donner les réponses. Pas de téléphone portable, rien du tout. Donc vous imaginez bien dans les facs avec 400 étudiants qui passent les écosses en même temps, ça vaut le coup d'œil.
Donc un petit enfer logistique, mais c'est intéressant parce que on remet un peu d'humain, on remet un peu de discours oral, on remet ces compétences qui ont été complètement oubliées pendant les 15 dernières années, voire même plus, je ne sais pas ce qu'il y avait avant. 10 sur 20, Julie, à mon sens, c'est la note finale. À mon sens, c'est la note globale. Sans certitude, mais bon, de là à dire que quelqu'un ne peut pas passer, si quelqu'un a 18 sur 20 partout et qu'il rate un truc sur lequel il n'est pas bon, il n'y a pas de raison pour moi qu'il n'ait pas le droit de passer. Ce serait pédagogiquement un peu naze. Mais en revanche, il faut que globalement, il est au-dessus de 10 sur 20. Ça me paraît plus logique qu'il ait une majorité de bonnes prises en charge. Sinon c'est dangereux. Je ne pense pas qu'une seule des notes soit éliminatoire. Sinon, ce serait un enfer. Il y aurait surtout beaucoup de gens à éliminer. Et vous voyez à quoi ça ressemble pour le côté enseignant. Une fiche d'Écosse, vous voyez, ça c'est un exemple de l'UNES, donc un exemple officiel. Domaine principal de l'Écosse, ce sera une stratégie de prise en charge. Okay. Le domaine secondaire, ce sera une annonce. Très bien. Quelle va être la situation de départ? À quoi ça va faire référence? Item 44, fièvre. Item 66, difficulté à la marche. Item 327, maladie grave. Bon, fièvre, difficulté à la marche, maladie grave. A priori, on voit déjà qu'on s'oriente vers une queue de cheval ou une compression médulaire ou quelque chose comme ça. Et ensuite, derrière, tout est détaillé. Infection ostéo-articulaire, compression médulaire. Qu'est-ce qu'on attend de la situation? On veut que l'étudiant initie la prise en charge et la surveillance, qu'il formule de manière claire le diagnostic et qu'il le donne au patient et sa famille. Donc ça, c'est ce qu'on attend du patient. C'est ce qu'on attend de l'étudiant. Attendez pour le choix de la spécialité, j'y viens. Mettez la charrue avant les bœufs. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'étudiant? Il arrive devant sa petite salle et il a une vignette, comme ça. Vous êtes interne de médecine générale, vous voyez un monsieur qui a un syndrome de la queue de cheval compliquant une spondylosicite, blablabla, blablabla. Il a un déficit sensitivomoteur. Tac, vous vous dites tout de suite, attention, c'est une urgence de décompression. Vous devez l'annoncer, expliquer la prise en charge et expliquer le pronostic. Vous voyez, c'est des questions, c'est pas très dur, mais ça demande de quand même être structuré et avoir un certain entraînement. Parce que sinon, dans le feu de l'action avec le stress, on perd ses moyens. Et on se retrouve devant les gens, et c'est compliqué. Il y aura un volet d'évaluation clinique, ça je vous l'ai dit, c'est-à-dire est-ce qu'il a bien utilisé le terme bactérien, est-ce qu'il a bien utilisé le côté lien entre la compression et les difficultés à la marche, est-ce qu'on parle bien du caractère urgent, et à chaque fois ça code des points, est-ce qu'on propose un traitement antalgique, enfin vous voyez, il y a le côté très clinique, et il y a aussi le côté communication et attitude. Comment on s'exprime? Est-ce qu'on est dans une position d'écoute attentive, de reformulation si la personne ne comprend pas? Encore une fois, il peut y avoir des acteurs. Hein. Donc, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui joue le rôle de quelqu'un qui ne comprend rien. Ce qui arrive quotidiennement à l'hôpital, qu'il y ait des niveaux de compréhension de personnes qui sont très bas, et il faut reformuler, il faut essayer d'expliquer de façon imagée, il faut simplifier son discours. Et ça, c'est quelque chose où les étudiants sont souvent assez mauvais. Ils ont plutôt tendance à donner des mots très compliqués très vite pour montrer qu'ils savent, alors que justement là, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils s'adaptent à un patient. Et si vous dites, vous avez une spondylodicite compressive à un patient, il vous regarde, il fait OK. Il a rien compris. Donc, des points seront apportés aux performances empathiques, on va dire. Pour les sujets, vous avez un nombre de situations cliniques de départ possibles qui doivent être référencées sur le site de l'UNES, sur le site où vous avez accès aux fiches LISA. Je ne sais pas encore si tout est bien référencé, mais en tout cas, vous aurez, tout comme les items pour les EDN, rang A, rang B et le nombre d'items, vous aurez également des situations cliniques de départ, c'est-à-dire le type de situation clinique qu'on peut vous proposer. Je regarde un peu les questions en même temps avant d'avancer. Je réponds aux questions qui sont vraiment des questions, hein, parce que là, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Non, en pratique, Elodie, ça va très vite.
c'est à peu près 1 minute de lecture de l'énoncé. Bien sûr, moi, souvent, quand on avait les étudiants qui arrivaient et qui, en fait, s'étaient fait un peu bouffer par le temps, on leur disait, bah, il vous reste 7 minutes, prenez 1 minute, c'est pas grave, prenez 1 minute de plus pour lire bien et vous lancer une fois que vous êtes prêt. On leur saute pas dessus en disant, non, trop tard, il fallait lire avant. Donc, ils peuvent garder la fiche avec eux et relire un peu à l'intérieur s'ils n'ont pas vraiment eu le temps de comprendre, parce qu'avec le stress, ça peut être particulier. Je regarde un petit peu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors. Ok, bon, je regardais les questions. Attendez, j'ai perdu vos... Voilà. J'ai vu une question sur les ECOS. C'est des examens cliniques standardisés. Examens cliniques à objectifs standardisés. Voilà. Alors, le fameux parcours. Le fameux parcours, c'est cette entité un peu plus fumeuse sur qu'est-ce que vous avez fait et qui va être valorisé. Donc 10% des points quand même, hein, donc c'est pas négligeable. Et ça va pas être difficile d'avoir tous les points. Donc à mon sens, c'est pas du tout quelque chose qui va être discriminant, sauf si quelqu'un a décidé de ne rien faire, auquel cas ben, il va le payer. Mais tous les gens qui sont un peu motivés vont globalement avoir ces points. Ce ne sera pas pondéré en fonction du DES a priori, c'est pas parce que vous avez fait un M1 de biologie cardiaque, je sais pas, que vous aurez plus de points pour le matching derrière. A priori. Ça pousse simplement les étudiants à diversifier un peu leur expérience. Là, vous avez une grille non définitive des points. Donc, il faut avoir 40 points pour avoir tous les points. Et vous voyez, là, c'est un exemple hein, qui était disponible sur un topo du groupe qui pilote la réforme, mais je pense que les choses sont peut-être amenées à changer. Mais vous voyez, si vous avez fait un Master 2, vous avez 60 points, donc vous avez déjà tout. Si vous avez fait un stage Erasmus d'1 an, vous avez déjà tout. Si vous travaillez, vous avez une expérience professionnelle, vous gagnez 10 points par 70 heures de travail. Ça vous donne une idée, ce tableau de tout ce qui est possible. C'est pour ça que vous voyez que ça va vite, globalement. Quelqu'un qui va faire son M1, eh ben, il va déjà avoir tous les points. Oui, Léa, c'est la nouvelle réforme, c'est les ECOS qui remplaceront en fait, les ECN actuels. Mais l'année d'avant, il y aura eu les EDN. Et il y a aussi le parcours. Et tout ça, ça fait votre note. Eh bien, 40 ou 60, Manon, c'est une bonne question. J'ai les deux sources. J'ai deux sources assez fiables qui disent 40 et 60. On s'en fout, globalement. Ça vous donne juste une idée. En fonction derrière, une fois que ce sera vraiment lancé la première promo et que vous aurez le tableau officiel, vous verrez si c'est 40 ou 60. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai vu effectivement les deux. Je ne sais pas quelle était l'information la plus récente de 40 ou de 60. Mais bon, encore une fois, on s'en fout. Alors, le matching, hyper important. Aujourd'hui, bah vous le savez, on choisit finalement 44 spécialités possibles, 28 villes différentes, donc 1232 choix possibles, beaucoup de compromis. Est-ce qu'on favorise la spécialité? Est-ce qu'on favorise la ville? Et en réalité, les ECNI avaient été faits pour étaler vachement la courbe de Gauss et être plus sélectif, ce qui est en fait un peu une illusion, parce qu'on le voit très bien ici sur ce schéma. Vous avez la distribution des étudiants, donc 10 000 points, c'est le nombre total de points à l'ECNI, et le rang de classement. Donc vous voyez que comme d'habitude, les très très bons se démarquent, les très très mauvais se démarquent, et entre le 995e et le 7000e, il y a un problème. Il y a 0,28 points d'écart entre chaque personne. 0,28 sur 10 000. Ça montre bien qu'on n'est pas pertinent. Les deux personnes vont avoir exactement le même niveau et pourtant elles vont être espacées de 2000 places. Parce qu'il y a une petite erreur de fait en plus. Ce n'est pas une façon hyper satisfaisante d'évaluer les gens. Il y a 75% des étudiants dans 16% des points.
Donc ça, c'est pas assez bien. Toutes vos questions extrêmement précises que vous posez, je suis désolé, mais je n'ai pas les réponses. Est-ce qu'il y aura une plateforme où on dépose des attestations d'associations, de machin? J'en sais rien. Peut-être. Pour l'instant, comme vous l'avez bien vu probablement dans vos facultés respectives, les informations sont distillées goutte à goutte. On comprend progressivement. Honnêtement, moi j'ai mis du temps à comprendre les contours de cette réforme et je me suis farci les textes. Il y a encore plein de points qui sont évoqués, mais qui ne sont pas encore vraiment détaillés. C'est-à-dire, la slide d'avant, bah, vous voyez, il y a plein de choses qui vont gagner des points. Est-ce qu'il y a de l'engagement associatif? Vous voyez, il y aura des yeux d'engagement associatif pour ceux qui parlaient des associations. Donc, il y aura plein de choses. Cette liste n'est pas arrêtée, à mon sens. Elle est plus à prendre comme un exemple des grandes thématiques qui vont rapporter des points. Il y aura probablement des ajustements qui vont se faire avec des demandes d'étudiants, avec des choses qui vont remonter des associations étudiantes, de la NEMF, je ne sais pas. C'est amené un petit peu à bouger. Je regarde un tout petit peu les questions. Si on n'a pas les 10 sur 20 aux écos, eh ben, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a redoublement, est-ce qu'il y a rattrapage sur les écos? Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais ils vont avoir du mal à faire retaper tous les gens qui n'ont pas 10 sur 20. Et 10 sur 20, c'est une note qui n'est pas très difficile à obtenir aux écos. Hein. Encore une fois, je pense que les écos ne seront pas très discriminants. Il y aura peu de gens qui vont les rater. Contrairement aux 14 sur 20 sur du rang A, où là, il faudra avoir quand même un bon niveau de connaissance, le 10 sur 20 aux écos, ce n'est pas difficile à avoir. Alors, donc l'idée, c'est qu'il y ait pour des gens égaux, avec cette fameuse procédure de matching, l'idée, c'est qu'il y ait pour des gens qui sont assez égaux en termes de niveau, qu'il y ait un peu moins de frustration. C'est-à-dire que des gens qui sont égaux en niveau, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes envies, moi je veux faire de la médecine générale, moi je veux faire de la cardio, bah on va regarder un peu le rang B, et on va dire, ah bah oui, vous avez la même note globalement, mais c'est vrai que toi tu es meilleur en cardio, donc tu vas être mieux classé en cardio. Toi tu es meilleur en médecine générale et aux thématiques qui s'y rapprochent, donc tu vas être mieux classé dans cette spécialité. Et ça va permettre un petit peu d'améliorer la satisfaction globale. Je ne dis pas que tout le monde sera content, mais c'est juste qu'il n'y aura pas ce côté un classement brut et ensuite tu te démerdes. Il y aura en réalité 44 classements pour 44 DES. J'en sais rien, Nina. J'en sais rien. Pour l'expérience professionnelle, ça c'est de la pratique. Derrière, si vous avez fait une expérience qui décide de refuser pour X raison que ce soit, ce sera du cas par cas. Là, pour l'instant, ils disent que les expériences professionnelles extra-fac seront valorisées. Moi, je ne peux pas vous dire plus que ça, je ne l'ai pas vécu. Donc, l'objectif du matching, vous l'avez compris, c'est plus de discrimination chez des personnes qui sont à peu près équivalents, mais qui n'ont pas les mêmes envies. Ça, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est la synthèse. Et après, je parle un peu plus du matching. Pour rentrer dans le matching, il faut plus que 14 sur 20 au rang A des EDN. Il faut plus que 10 sur 20 sur les écos. On va dire la moyenne globale des écos. Sans certitude, mais à mon sens, c'est la moyenne globale. Et ensuite, avec les 60%, enfin la note des EDN qui représente 60%, la note des écos qui représente 30%, et les 10% du parcours professionnel, sachant que les écos et les EDN rassemblent du rang A et du rang B, et bien derrière, il y a cette fameuse procédure de matching. On choisit, on a plusieurs vœux, et vous aurez probablement énormément de vœux possibles. Ça, c'est encore un aspect qui n'est pas clair. C'est combien de vœux minimum par personne. Il faudra choisir un DES et une subdivision. Les subdivisions, j'en parlerai peu là parce que c'est un peu évasif pour l'instant. C'est des groupes de DES qui vont ensemble, comme la néphro va avec la cardio, va avec la neuro, va avec la pneumo. La médecine légale va avec la santé publique, la gériatrie va un peu avec la médecine générale. Ça, c'est des subdivisions globalement, à l'intérieur desquelles il y a des DES. Donc, pour juste un peu simplifier l'histoire, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous aurez finalement plus un classement global. Vous ne serez pas 990e sur 8000. Vous aurez en réalité 44 classements
en fonction des 44 DES, parce qu'il y a à chaque fois les pondérations des rangs B qui vont jouer dans les classements. Par exemple, Alix a eu 4 sur 20, je dis ça au pif. Elle a eu 2 points en cardio, 1 en dermato, 1 en gériatrie. Martin a eu 4 points. Pareil, ils ont la même note. 2 en gériatrie, 1 en cardio, 1 en dermato. Bah forcément, ils ont la même note globalement, mais il y en a un qui va être un peu favorisé dans un DES, qui est la cardio pour Alix, et l'autre dans la gériatrie pour Martin. Donc, vous voyez le concept, il y aura des classements différents en fonction des spécialités parce que les questions sont pondérées par la spécialité. Je regarde un petit peu les questions en même temps. Non, pour moi, les vœux, c'est après. Je ne sais pas exactement à quel moment on vous demandera de choisir, mais ce sera après les résultats. Alors, effectivement, tu as raison qu'il y a les 44 classements et les groupes de spécialité amis, mais schématiquement, c'est pareil. Il y aura 44 classements sur un plan théorique, mais il y aura probablement une pondération qui va être un peu plus fine que ce qu'on pense. C'est-à-dire que si on a une question de cardio juste, eh ben, on aura une meilleure pondération en cardio. Mais on aura aussi un petit peu une meilleure pondération sur les thématiques connexes de la même subdivision, par exemple la néphro, parce que c'est pertinent un peu dans les deux spécialités. Donc il y aura probablement une pondération qui sera faite dans les subdivisions, mais au final, on aura quand même des 44 classements différents. Encore une fois, c'est des choses qui sont extrêmement dynamiques, qui bougent vite et qui s'adaptent. Et la preuve, on est tous à avoir des informations qui évoluent et qui changent. Et je ne suis pas celui qui porte la réforme, hein, je fais partie des gens qui récupèrent les infos au fur et à mesure à la fac, comme tout le monde. Donc, encore une fois, ce que je vous dis n'est pas gravé dans le marbre, mais vous donne une idée de ce vers quoi on s'oriente. Est-ce qu'on connaît ce genre de procédure d'appariement? Oui, on connaît. C'est des choses qui sont utilisées, notamment aux États-Unis depuis des années pour les études médicales, quelque chose qui s'appelle NRPM, qui est le programme de matching national des résidents en médecine. Et ben, on s'oriente exactement vers ce type de procédure. L'idée, c'est d'appareiller un étudiant en fonction de ses choix, avec le meilleur choix qui lui est possible. Toute cette procédure d'appariement est basée sur un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Gale et Shapley, qui sont accessoirement prix Nobel d'économie. Et l'idée, c'était, avec des données complexes et des gens qui veulent faire des choses différentes, de proposer les mariages les plus stables. C'est-à-dire générer le moins de frustration. C'est ça l'objectif du matching. Bien sûr, il y a des gens qui seront un peu déçus, mais il n'y a pas de monde dans lequel tout le monde est content. Si quelqu'un a raté son examen, a raté ses écos, malheureusement, il sera possiblement un peu déçu. Un exemple tout bête. Vous voyez ici, vous avez 5 étudiants. Vous avez 3 hôpitaux. À chaque fois, vous avez le nombre de places dans les hôpitaux. Vous voyez que Private, ils ont 2 places. City, ils ont 2 places. County, ils ont 2 places. Donc en fait, chaque hôpital ne peut prendre que 2 étudiants. Et ensuite, chaque étudiant a fait des vœux. John, il veut City, Charlène, elle veut City, en deuxième, elle veut Private, Zach, il veut City, County, Private. Vous voyez l'idée. Et donc, ensuite, on regarde en fonction du classement et on déroule. Donc, par exemple, John, il veut aller au City. Vous regardez City. Comment est classé John au City? Il est deuxième. Ils ont 2 places. A priori, il est pris. Charlène, elle veut aller au City. Classement du City, elle est 3e. Donc, pour l'instant, c'est la 2e qui prend cette ville, qui prend City. Donc, normalement, elle est prise. Etc., etc. Problème, vous voyez, Zach, lui, il veut City. C'est la question d'après. City, comment il est classé? Bah là, pour l'instant, il arrive 3e dans les gens qui choisissent. Donc, comme il n'y a que 2 places, il ne peut pas avoir son premier choix. Tac, il veut aller où sinon? County. County, c'est où? Zach, il est 3e, il n'y a que 2 places, il ne peut pas. 3e choix, Private. Private, il est 2e, donc a priori, il peut y aller. OK?
etc., etc., etc. Et vous voyez que parfois, il y a une personne qui va choisir quelque chose, qui va déclasser quelqu'un, qui va donc aller ailleurs, etc., etc., etc. C'est des itérations qui se font pour qu'à la fin, chacun ait le meilleur choix qui soit possible pour que la plus grande partie des gens soient satisfaits de ce qu'ils ont. Qu'est-ce que ça implique? Vous voyez, ici, il y a un problème. Charlène, elle a fait que 2 choix, City et Private. Eh ben, elle ne peut pas les avoir. Donc, ça soulève très vite la notion que probablement que vous aurez un nombre de choix minimal à faire. Parce que c'est évident, vous ne pouvez pas arriver en disant « moi, je vais faire de la cardio ». Point. Vous êtes obligé de dire bah, « j'aimerais ça, mais j'en aimerais aussi d'autres, parce que si je n'ai pas mon premier choix, il faut que j'ai des possibilités de repli ». Donc à mon avis, il y aura pas mal de possibilités de choix, avec un nombre minimum requis, à mon sens. Choix maximum, pour l'instant, je n'ai pas cette information. Je l'ai demandé à quelqu'un qui pilote la réforme. Pour l'instant, ils n'ont pas défini de maximum de choix. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait être beaucoup. C'est l'information que j'ai. Les délais pour faire le choix, je ne les connais pas. Ça, ce sera vraiment de la mise en pratique. Et pour l'instant, on est, comme vous l'avez compris, sur plus des concepts et à quoi ressemble la réforme, mais pas sur le côté jour après jour à quoi ça va ressembler. Léa, est-ce qu'il y aura des QCM en 6e année? Ben non, maintenant les EDN étant finis, maintenant on est vraiment sur le côté évaluation des compétences. Stage à fond, entraînement aux écos, compétences. Tac. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit. Vous avez vu que dans la simulation que je fais, Charlène n'a rien du tout. Et ça, c'est pas possible. Laisser des étudiants sur le carreau en disant bah, vous n'avez rien, c'est compliqué. Donc, ça soulève forcément la nécessité d'avoir un nombre de choix minimum. Et il y a plein de questions qui restent en suspens, hein, dont les gens n'ont pas de réponse. Comment va se passer le droit au remords? J'en ai aucune idée. Et j'ai lu l'intégralité du texte de la R2C. On ne sait pas encore. C'est des choses qui ne sont pas encore extrêmement bien définies. Probablement qu'il y a des gens qui ont déjà des idées, que c'est des textes qui sont en train d'être rédigés. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'information. Et voilà pour cette introduction. Je dis bien introduction parce que comme vous l'avez compris, c'est une réforme qui change rapidement, avec des ajustements qui se font progressivement. On n'est pas encore tributaire de toutes les informations, c'est-à-dire qu'en réalité, dans les facultés, je fais partie de ceux pour Henri Mondor, la fac de l'UPEC, où on met tout ça en place, et en fait on en apprend un peu tous les jours hein, sur des informations qui nous sont un peu, encore une fois, délivrées au compte-gouttes. Donc ce que je vous dis là, c'est l'état actuel de mes connaissances sur le sujet. Alors, j'ai quand même fait un sacré nombre de topos et j'ai lu pas mal les textes, mais il y a des ajustements, il y a des minutes d'écos qui vont changer, il y aura peut-être 60 points et non 40 sur les trucs de parcours, les histoires de redoublement, ça va probablement être un peu affiné. Voilà, vous avez l'idée. Maintenant, la réalisation pratico-pratique, vous en saurez plus au fil de l'eau. Voilà, je vous dis donc 21 h, timing parfaitement respecté. Oui, à mon avis, maintenant, vous aurez tous vos résultats avant de faire vos choix. Et je réponds juste à Iléa BP pour les ECNI 2023, mais je l'avais dit au début. Vous aurez un ECNI comme actuellement, mais avec la nouvelle docimologie que je vous ai détaillée, c'est-à-dire des QRP, des tests en concordance de script, des photos à cocher. Donc ce sera un concours, tout comme maintenant, mais un peu plus riche en docimologie. Voilà ce sur quoi je peux vous éclairer pour l'instant. Pour le reste, on rentrera dans ma zone d'incompétence. Donc je pense que c'est le moment de vous laisser. Voilà, je vous souhaite bon courage pour toute cette transition qui est un peu anxiogène. Pour tout le monde, je vous rassure, pour la fac comme pour les étudiants. Et je vous souhaite bon courage à tous et on se reverra peut-être pour les préparations de cardiologie et de LCA que j'ai l'honneur et le plaisir de faire. Allez, à bientôt tout le monde.